Alors, dans le damage control, il y a aussi le damage control hématologie. Le damage control hématologie, c'est l'administration des produits sanguins labiles. Et donc, je vais laisser la parole à Sylvain Ossé, qui travaille à l'hôpital d'instruction des armées de Percy. Merci, Sylvain. Merci beaucoup. Euh, donc, effectivement, le Damage Control Resuscitation a fait suite au Damage Control Surgery. Il ne consiste pas uniquement dans la maîtrise de la distribution des produits sanguins. Il y a plein d'autres facteurs, comme la maîtrise de l'hypothermie, la réanimation du choc, de la calcémie, etc. Mais en tout cas, les éléments les plus solidement établis et qui sont associés aux plus gros bénéfices cliniques, c'est un choix judicieux de l'administration des produits sanguins. La base, sont des ratios. Un ratio de nombre de plasma sur nombre de concentrés de globules rouges qui doit être supérieur à 1 plasma pour 2 concentrés de globules rouges. La diminution de mortalité attendue de cette pratique qui est devenue maintenant banale par rapport à ce qui était la norme il y a quelques années est importante puisqu'elle permet de diminuer de 50% la mortalité. De la même manière, on a pu mettre en évidence dans de nombreuses études qu'un haut ratio plaquette, alors un haut ratio plaquette sur concentré de globules rouges, ça veut dire une unité plaquettaire tous les 4 à 6 concentrés de globules rouges, avait de la même manière un effet sur le pronostic, le pronostic du patient. L'exposé pourrait s'arrêter là s'il ne se heurtait pas à la vraie vie. La vraie vie, c'est que pour faire tout ça, eh bien, ça prend du temps. Ça prend du temps avec un patient qui s'aggrave sans arrêt. Et notamment, il faut bien garder en tête, et toutes les études qui ont cherché à savoir s'il y avait un biais de survie dans les principes que je viens d'énoncer, se sont aperçus que non seulement ces principes devaient être appliqués, mais ils devaient être appliqués précocement, car toutes les études qui ont chronométré la survenue du moment de décès des patients traumatisés sont tombées sur à peu près la même conclusion. La médiane de survenue des décès par hémorragie survient 2 heures après l'admission à l'hôpital. Dès lors, on comprend très bien qu'une thérapeutique, aussi pertinente soit-elle, est beaucoup moins pertinente si on l'administre lorsque le patient est déjà mort. Vous voyez ici représenté sur ce graphique la cohorte la plus homogène et la mieux chronométrée dont on dispose dans la littérature, c'est la cohorte des 680 patients proper qui étaient sélectionnés sur le fait de saigner puisqu'ils nécessitaient la transfusion d'un concentré de globules rouges dès leur arrivée à l'hôpital. Un peu plus de la moitié de ces patients sont morts d'hémorragie. 60% d'entre eux, de toutes les causes de mortalité que vous voyez apparaître en jaune sur cette courbe, de ceux qui devaient mourir étaient morts à la 24e heure. Ce qu'il fallait noter, c'est que ceux qui devaient mourir d'hémorragie, 95% d'entre eux étaient morts à la 24e heure. Et on voit qu'il ne s'agit pas d'un processus linéaire. Les premières heures sont vraiment cruciales. Et non seulement on a déjà perdu la moitié de la bataille à 2 heures, mais chaque minute gagnée dans les premiers moments de l'arrivée du patient sont cruciales. Et tout à l'heure, Pierre nous parlait des critères qui nous faisaient faire venir à l'avance des packs de transfusion massive. Ces critères sont cruciaux puisqu'on a pu montrer dans une analyse rétrospective de cette cohorte proper que le temps d'acheminement des kits de transfusion massive dans cette cohorte était corrélé de manière indépendante, quelle que soit la gravité des patients, avec la survenue du décès. Donc le timing nous complique la chose. Et ça explique pourquoi c'est si difficile finalement de mettre en œuvre des principes aussi simples. C'est difficile en France, c'est difficile en Angleterre si on veut se consoler. Effectivement, on va un petit peu plus vite lorsque les patients sont un petit peu plus graves, on va un petit peu plus vite lorsqu'on fait des recommandations, mais on voit que dans un cas comme dans l'autre, on ne réussit pas avec des thérapeutiques normales à descendre en dessous de 60 minutes pour le premier plasma et en dessous d'une heure et demie, 2 heures pour le premier concentré plaquettaire. On a donc un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes d'ordre logistique, si je devais employer un terme militaire, pour lesquels il faut trouver des solutions. Il y en a un qui a été évoqué par le professeur Bouza, c'est l'utilisation de packs de transfusion massive. Vous voyez que ce n'est pas du tout banal quand vous reprenez les chiffres de Proper, une augmentation de 5% de la mortalité pour chaque minute de retard de l'arrivée d'un pack de transfusion massive. La question de la disponibilité du plasma est évidemment au centre de nos préoccupations, puisque vous savez qu'il faut du temps pour décongeler du plasma. Donc on trouve dans la littérature un certain nombre de solutions possibles. Celles qui apparaissent en rouge sont celles qui sont ou vont être bientôt disponibles en France. Les autres sont des solutions que vous verrez dans la littérature nord-américaine. Le plasma lyophilisé, je ne reviendrai pas dessus, non pas que j'ai un conflit d'intérêt, il est produit par le service de santé des armées. Il permet d'administrer un plasma se passant de la notion de groupe reconstituable en moins de 3 minutes et qu'on n'a pas besoin de conserver au frais. Le plasma décongelé doit faire l'objet d'une autorisation de l'ANSM
pour l'année 2018. Donc on pourra, à l'instar des Américains, décongeler le plasma à l'avance. Les Américains, eux, utilisent aussi du plasma qui n'a jamais été congelé, ce qui leur permet de le conserver une quinzaine de jours et permet de réduire les problèmes logistiques. Et pour aller plus loin dans la logistique, afin de ne pas gaspiller du plasma de groupe AB, ils s'autorisent à transfuser sans problème apparent des plasmas de groupe A. Notre vrai problème, c'est la pénurie de plaquettes. S'il faut donner beaucoup de plaquettes et précocement, on va avoir des problèmes. Donc nous travaillons sur la notion de plaquettes stockées à 4 degrés Celsius, qui ne seraient utilisables que pour la traumatologie et qui permettraient de conserver les plaquettes pendant une quinzaine de jours. Et enfin, dernier problème logistique, c'est bien sûr la gestion, l'acheminement, la commande de 3 produits sanguins jusqu'au chevet du patient. Merci beaucoup Sylvain. Vous nous avez montré un exposé essentiellement autour de transfusion massive, ratio culot-PFC. Il y a toute une littérature qui est plus qu'émergente actuellement, qui montre des façons de traiter ces patients différentes, essentiellement basées sur des outils de biologie délocalisés et basées sur l'administration de facteurs de coagulation un peu plus ciblés que culot-PFC plaquettes. Quelle est votre opinion sur ces nouveaux protocoles qui existent? Et est-ce qu'il est nécessaire de changer notre façon de faire actuelle ou pas? Alors, il est certain que l'état de la science va évoluer et effectivement, je vous l'ai dit, je ne transfuse plus comme je transfusais au début de ma carrière et il est probable que les données de la science changeront. À l'heure actuelle, est-ce qu'on peut tous se lancer dans de la transfusion guidée sur des examens? Les données dont on dispose sont d'une part parcellaires et par ailleurs, on peut constater que les plus robustes d'entre elles, qui nous viennent de l'équipe de Ernest Timour à Denver, Colorado, sont en fait des stratégies mixtes dans lesquelles on commence par une stratégie basée sur des ratios. En première ligne, il y a un premier pack avec 4 concentrés de globules rouges, 2 plasma. Et une réflexion plus affinée apparaît au fur et à mesure de l'évolution de patients, à partir du moment où on dispose des résultats des examens. Mais déjà, le deuxième pack, c'est toujours 4 et 2, et on commence à faire des examens pour savoir si on va donner du fibrinogène ou si on va donner des plaquettes. Aujourd'hui, on pourrait utiliser une métaphore rugbystique dans laquelle on pourrait dire que dans une équipe de rugby, il y a des artistes et il y a des déménageurs. Et dans cette stratégie, pour l'instant, on peut se contenter soit de jouer avec des déménageurs, mais que même ceux qui font rentrer en ligne des artistes ne les font rentrer qu'en deuxième rideau. En tout cas, ça fera plaisir à Jean-Stéphane David d'être appelé artiste, je pense. Et, si vous me regardez attentivement, vous pouvez en conclure que probablement je ne jouerai pas dans le camp des artistes. Mais plutôt des déménageurs. Vous avez parlé de fibrinogène. Est-ce que dans un protocole d'activation de transfusion massive, vous placez le fibrinogène également en première ligne? Est-ce que vous attendez un dosage pondéral? Est-ce que vous vous fiez à de la biologie délocalisée? Comment vous gérez le fibrinogène dans cet algorithme finalement de transfusion massive? Le fibrinogène est au dernier rang de mes préoccupations. Il est au dernier rang de mes préoccupations parce qu'il est au dernier rang des niveaux de preuve en ce qui concerne cette littérature, même si le niveau de preuve n'est pas existant. À un moment donné, il faut bien se diriger vers la thérapeutique, puisqu'il faut faire des choix. Je vous rappelle qu'on fait beaucoup de choses avec un patient qui va mourir dans les minutes qui arrivent. Il faut bien faire des choix. Et donc, on va commencer par ce qui a le plus de bénéfices avec le plus haut niveau de preuve. Je ne dis pas que c'est inutile, mais en tout cas, ça ne peut pas, dans l'état actuel des choses, être ma première préoccupation. Est-ce que d'autres ont d'autres façons de faire? Comment vous placez justement ce médicament dérivé du sang qui est le fibrinogène dans votre prise en charge? Est-ce que vous faites systématiquement? Est-ce que vous n'en faites pas du tout? Comment vous le gérez? Alors moi, je vais me permettre de répondre à la question, juste déjà en remerciant Sylvain aussi d'illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on part avec la présomption, tout le monde a droit aux mêmes choses, on part d'une dynamique de damage control, donc de ratio 1-1, et puis on réfléchit, on échange, on voit comment le patient répond à la thérapeutique et on adapte. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, je ne vais pas avoir de réponse tranchée parce qu'effectivement, on manque de niveau de preuve, mais en tout cas, nous, à Bicêtre, le fibrinogène fait partie de l'arsenal thérapeutique et on utilise les tests viscoélastiques pour nous guider et on va administrer du fibrinogène en général avec les données qu'on va avoir du test viscoélastique qu'on va réaliser. D'accord. Et à peu près pour donner une ordre d'idée à nos auditeurs, quelle dose de fibrinogène vous faites à ce moment-là? On fait en général 2 flacons. Un flacon, c'est 1,5 g et 700 €. Donc on fait 2 flacons.
D'accord. Donc ça fait 3 grammes initialement, c'est ça? Est-ce que Exactement. Delphine, tu as une autre recette ou tu fais exactement la même chose? C'est des recettes dont on parle, hein. Je fais toujours comme les copains. Ouais. On en a beaucoup fait de fibrinogène. On en fait beaucoup moins. Sur des tests, évidemment, on ne descend pas en dessous d'un taux de 1,5 g par litre de fibrinogène, ce qui est recommandé par toutes les sociétés savantes. Donc après dosage, si on est plus bas, on en fait systématiquement. Sans dosage, on n'en fait quasiment plus. Si je ne suis pas déjà d'emblée dans la commande de transfusion massive, pack de transfusion massive devant un malade que je vois saigner, dont je n'ai pas contrôlé l'hémorragie, j'en fais pas systématiquement. Dans les conditions où je vois le malade saigner avec une coagulopathie qui apparaît, où j'ai mes culots et j'ai mes PFC, je fais du fibrinogène, mais ça reste très à la marge parce que ces malades sont très rares. Juste un petit point, je voulais insister sur le PFC, parce que on a montré une petite diapo où à Lille, il faut 100 minutes pour avoir du PFC. Donc j'avais très honte. Mais c'est vrai, hein, on a regardé, il faut balayer devant sa porte. Oui, on fait mieux que chez les Anglais. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aussi rendu compte, fallait que le PFC soit fini et soit terminé et ait été transfusé, que souvent le PFC était laissé sur la paillasse le temps qu'on ait fini les culots populaires. Et je pense qu'il faut aussi éduquer toute l'équipe soignante, hein, les infirmières, dans ProPPR, les plaquettes arrivaient en disant passez-moi vite. Je pense qu'il faut qu'on passe aussi le message que les PFC, c'est pas après les culots, c'est quand ils arrivent, on les branche et on les transfuse. On va pas arriver à 45 minutes, mais on va peut-être descendre en dessous des 100 minutes. Et pour le fibrinogène, voilà, ma réponse, c'est surtout sur des dosages. Puis, en plus, ce qui peut quand même être rassurant, c'est-à-dire que c'est même les gens qui font quand même des stratégies guidées par de la thromboelastométrie, in fine, chez les malades qui saignent beaucoup, quand on fait le compte, souvent, on arrive des fois au même compte que des gens qui pratiquent des transfusions massives. Donc ça, c'est quand même assez rassurant aussi. Je ne suis pas sûr que la philosophie soit tellement différente entre les choses. J'aime bien en tout cas l'image de Sophie et puis de Sylvain, qui dit au début, on démarre fort parce qu'il faut faire fort. Et ensuite, si on a le temps de s'adapter, etc., on peut s'adapter. Et c'est vrai que des fois, quand on est à la 2e, 3e commande, 4e commande, on a envie d'ajuster un peu mieux notre commande. Et pourquoi pas à ce moment-là se donner le temps de la réflexion et d'être guidé, quoi. Et alors, c'est vrai qu'à Lille, on a eu chance d'utiliser les plios, hein, et que du coup, d'apporter des plasmas très tôt, parce que les plios, voilà, au bout de la reconstitution en 7 minutes, on a montré qu'on pouvait avoir une épargne en fibrinogène. Hein. En produit sanguin labile, on n'en avait pas, mais en fibrinogène, on en passait au final moins. Et quand on vous écoute, en fait, on se dit, en fait, la solution, c'est du sang total. Ce qu'il faut avoir, c'est brancher un malade sur un autre malade, et hop. Alors, brancher un malade sur un autre malade, c'est un peu compliqué, même si historiquement, c'est ce qui était fait. Ce propos aurait été extrêmement provocateur il y a quelques années, mais la réflexion avançant, maintenant, cette solution est utilisée dans au moins 5 centres de traumatologie aux États-Unis, avec derrière, non pas l'idée d'avoir à disposition un produit magique, mais tout simplement de simplifier la vie des soignants et d'avoir à acheminer, commander et manipuler un seul produit à un seul moment, et donc ça va beaucoup plus vite. Et par ailleurs, si ce que l'on présume de la transfusion de plaquettes conservées à 4 degrés est vrai, cela permettrait de résoudre le problème de la pénurie de plaquettes et du moment où on dispose de plaquettes. L'établissement français du sang et le service de santé des armées travaillent actuellement sur un protocole qu'on espère démarrer dans les mois qui viennent pour l'utilisation de sang total de groupe O, dépourvu d'hémolysine, utilisable en traumatologie civile. Merci beaucoup Sylvain. On va passer maintenant à une situation. Tu voulais rajouter un mot, tu peux, hein. Oui, je vais juste rajouter un mot. Je pense que si on prend un tout petit peu encore une fois de hauteur, au-delà des produits qu'on va passer, c'est le timing. Alors on peut discuter de tuning, de comment on va faire la transfusion, mais je pense que le gros de la discussion et le gros du travail du clinicien, c'est la discussion avec sa banque du sang pour organiser le trajet des produits sanguins, parce que tout le monde n'a pas un 5 étoiles comme Delphine à Lille pour avoir les culots sur place avec le frigo ou des plios sur la paillasse. Voilà, nous, c'est pas aussi simple, c'est plus compliqué, mais c'est du travail avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes que nous, qui ont des contraintes de sécurité, qui ont donc des cerveaux carrés, alors que nous, on va vouloir faire des cercles. Et tout ça, c'est des heures et des heures de travail pour que ça arrive vite. Et après, on pourra discuter de comment on fait. Le ratio, c'est simple, ça marche pour tout le monde. Après, le tuning, c'est pour les artistes. Merci beaucoup, Sophie.